Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte du Musée du Louvre. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour la conférence Mise en mouvement qui présente aujourd'hui le triptyque du Maître de Moulins, une œuvre majeure du peintre Jean Hay réalisée au tournant du XVIe siècle et dont la restauration, qui était la première que connaissait l'œuvre depuis 1879, vient tout juste de s'achever. Cette restauration majeure a été décidée par la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, conduite au C2RMF, et effectuée par les restaurateurs de l'atelier Arcane et du groupement Tournillon. Elle a permis d'enrichir considérablement le regard porté sur l'œuvre et c'est aujourd'hui les résultats de ces recherches qui vont vous être présentés. J'ajouterai que l'occasion est vraiment exceptionnelle puisque le triptyque, qui est classé au titre des monuments historiques depuis 1898, est d'ordinaire exposé dans la cathédrale de Moulins, mais il est visible au musée du Louvre jusqu'au 31 août 2026, dans la salle 831, l'aile Richelieu, au 2e étage. Nous sommes donc très heureux d'entendre aujourd'hui Dominique Martos-Levif, Sophie Caron et Grégoire Chalier. Dominique Martos-Levif travaille depuis 2016 au département restauration du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Elle pilote les campagnes de restauration des œuvres accueillies dans les ateliers peinture en collaboration avec les responsables de collection. Sophie Caron est conservatrice au département des peintures du musée du Louvre. Elle est en charge des peintures françaises, flamandes, néerlandaises, germaniques et espagnoles du XVe siècle et a été commissaire en 2024 de l'exposition Revoir Van Eyck. Elle a étudié au plus près l'œuvre de Jean Hay à l'occasion de la restauration du triptyque. Enfin, Grégoire Chalier, architecte et urbaniste de l'État et conservateur régional adjoint des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il dirige le service du site de Clermont-Ferrand en charge de plus de 2700 monuments historiques. Dans ce cadre, il conduira notamment, dès 2026, l'aménagement du retour du triptyque dans le trésor de la cathédrale de Moulins à l'horizon 2028. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne conférence. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je remercie Marguerite pour sa présentation. Je suis très heureuse que nous puissions aujourd'hui, avec mes collègues Grégoire et Dominique, que Marguerite vous a présentés, avoir l'occasion de vous parler du triptyque de Moulins. C'est une œuvre très célèbre, une œuvre insigne du patrimoine mondial, du patrimoine français, un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance qui a fait l'objet donc depuis plusieurs années d'une restauration fondamentale et qui est aujourd'hui présentée au Louvre, entourée des œuvres de la collection du musée, parce que le musée du Louvre conserve le plus grand nombre d'œuvres de Jean Hay, le peintre du triptyque de Moulins, c'est-à-dire 5 peintures, 1 dessin et 3 sculptures qui ont été exécutées d'après des dessins de Jean Hay. À ces œuvres, le prêt important accordé par le musée de Cluny de la Vierge Bacri vient s'ajouter pour une présentation, vous l'avez peut-être déjà vu dans l'aile Richelieu, qui permet de faire dialoguer le triptyque avec ses œuvres. Alors, avant de laisser la parole à Grégoire et Dominique qui reviendront sur l'histoire matérielle de l'œuvre à Moulins et sur l'épopée que fut cette restauration, je vais peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est cette œuvre, ce triptyque, qui sont ses commanditaires et, j'allais dire surtout, qui est son peintre Jean Hay. Alors, voilà pour commencer une image du triptyque volet fermé, car c'est ainsi qu'il apparaissait aux fidèles la plupart du temps. Le triptyque, en réalité, n'était ouvert qu'en de rares occasions dans l'année pour certaines grandes fêtes du calendrier liturgique. Donc on voit une annonciation, c'est-à-dire l'ange venu annoncer à la Vierge qu'elle sera la mère de Dieu, traitée en grisaille, c'est-à-dire cette réduction de couleurs qui devait permettre au triptyque de se fondre dans l'architecture de la collégiale de Moulins. On reviendra sur cet emplacement qui était sans doute celui original du triptyque, créé comme une sorte de trompe-l'œil, et du coup, ces figures apparaissaient presque comme des sculptures. Et donc, c'est devant ces volets fermés que le prêtre célébrait la plupart du temps la messe, car si le terme triptyque désigne la forme de cet objet, donc un panneau central sur lequel viennent s'ouvrir et se fermer des volets mobiles, eh bien la fonction de cette œuvre, c'est d'être un retable, c'est-à-dire un objet monté au-dessus d'un autel devant lequel un prêtre célèbre l'Eucharistie. Et lorsque on ouvrait donc très rarement ce triptyque, voilà, on devine bien en fait, comme là j'ai essayé de le recréer par des slides, la révélation totale que devait constituer cette ouverture, puisque c'est une émotion qu'on a, il me semble aussi, devant l'œuvre aujourd'hui dans sa présentation au Louvre. Donc sur ces volets,
sont représentés les commanditaires de ce triptyque. Sur le volet gauche, vous avez ici Pierre de Bourbon, donc qui est duc de Bourbon, âgé d'une 60aine d'années. Il est présenté par Saint-Pierre, vêtu ici en pape. Et sur le volet droit, vous avez son épouse, Anne de France, présentée par Sainte-Anne, et accompagnée d'un autre personnage qui est leur fille unique, Suzanne, âgée ici d'environ 8 ou 9 ans. Ils sont agenouillés, ils ont les mains jointes, donc ils sont en prière, dans des espaces un peu ambigu, je dirais. On ne comprend pas nécessairement du premier coup d'œil là où ils se trouvent. Et leurs yeux un petit peu hagards, pourrait-on dire, expriment, comme souvent dans la peinture du XVe siècle, qu'ils sont en proie à une vision, suscitée par la ferveur de leur prière, et l'objet de cette vision est figuré au centre. Il s'agit de cette Vierge tenant l'enfant dans les bras, assise sur ce siège curule, dans un halo solaire, et elle-même entourée d'une nuée d'anges. Les personnages donc représentés de part et d'autre sont ceux qui ont commandé à Jean Hay cette œuvre. Ce sont des personnages très considérables de la période, à l'échelle locale, puisque ce sont le duc et la duchesse du Bourbonnais, mais aussi du royaume de France. En effet, ils avaient été... Alors, en effet, peut-être qu'il faut dire avant que Anne de France, c'est la fille du roi Louis XI et la sœur aînée du roi Charles VIII. Pendant la minorité de ce roi Charles VIII, ils avaient été, elle et son mari, les régents du royaume de France. Et à nouveau, en 1494-1495, lorsque Charles VIII était parti faire la guerre en Italie, ils avaient repris les rênes en tant que régents du royaume de France. Donc ce sont des personnes qui ont la confiance des rois et des responsabilités quasi royales par moment. Alors on peut les reconnaître, vous les voyez ici en grand, dans d'autres œuvres dont on va reparler à la fin de cette présentation, ici sur des volets d'un triptyque, mais le centre est perdu, qui sont conservés au Louvre. Donc vous les voyez à gauche Saint-Pierre, à gauche Pierre présenté par Saint-Pierre, Anne présentée par Saint-Jean, et leur fille Suzanne. Alors, l'œuvre n'est pas à l'échelle, mais en fait, il s'agit d'un fragment du volet droit. C'était cette petite fille âgée ici d'1 an accompagnait sa mère, et au XIXe siècle, à une date inconnue, ce panneau a été recoupé pour en faire un tableautin individuel. Et dans les années 1960, on a compris que cet élément faisait partie du volet droit. Donc on les reconnaît ici, et on les reconnaît aussi, on reconnaît du moins Saint-Pierre pas Saint-Pierre, Pierre de Bourbon, sur cette œuvre, je ne sais pas si vous voyez En tout cas, vous le voyez ici derrière son souverain, Charles VIII, avec cette petite coupe au carré reconnaissable. Et cette œuvre me permet donc d'introduire l'idée que Jean Hay, dont on va parler maintenant, est un peintre qui, comme tous les peintres du Moyen-Âge, et encore en cette fin du Moyen-Âge, est polyvalent. C'est-à-dire qu'il peint à la fois sur bois, sur ces grands triptyques de bois, on l'a vu, le triptyque de Moulins, mais aussi sur parchemin. Et ici, c'est la seule enluminure connue de sa main. Jean Hay, dont on va parler maintenant, était, depuis 1488, on le pense, le peintre favori, disons, des ducs de Bourbon à Moulins. On sait peu de choses sur ce peintre Jean Hay. On ignore sa date de naissance. On ignore également exactement quand est-ce qu'il est arrivé en France, mais cette œuvre que je vous montre est la première, disons, connue de Jean Hay, manifestement peinte en France, puisqu'elle a été peinte pour le personnage représenté en rouge, le cardinal Rollin, Jean Rollin, qu'on aime bien au Louvre, parce que c'est le fils du chancelier Rollin. Alors, je vous la montre pour vous en dire 2 choses. D'une part, on comprend ici qu'il est actif en France dès 1480, que s'il peint une œuvre pour le cardinal Rollin, il ne devait pas être exactement un débutant lorsqu'il arrive en France vers 1480. Et on peut aussi de cette œuvre comprendre un autre élément, c'est que Jean Hay, dont le nom déjà désigne la provenance néerlandaise, a manifestement été formé à Gand auprès de Hugo van der Goes, dont je vous montre une œuvre à gauche. Et on le comprend parce que justement l'œuvre de Jean Hay doit beaucoup à l'œuvre de Goes.
Elle la doit pour la façon de composer sa scène, avec ce premier plan presque abstrait, assez dégagé, dans lequel sont disposés les personnages, un deuxième plan délimité, comme vous le voyez, de part et d'autre par une palissade derrière laquelle s'étend un paysage étagé. Elle en dépend aussi pour la physionomie des personnages. On peut comparer le Saint-Joseph dans la scène de Jean Hay avec celui dans la scène de Van der Goes. Et enfin, elle en dépend peut-être pour la palette très particulière, assez acide, qui accorde ses roses et ses bleus clairs et ses violets, et que Jean Hay exploite aussi dans le triptyque. J'avance un peu pour vous montrer que c'est un grand portraitiste, ce que montre ce portrait de Charles de Bourbon. En effet, Jean Hay est documenté, très peu, mais quand même documenté, à Lyon, au service de Charles de Bourbon, qui n'est autre que le grand frère de Pierre de Bourbon. Et c'est à la mort de celui-ci, sans doute, en 1488, qu'il se rend à Moulins. C'est un grand portraitiste aussi, on s'en rend compte avec ce petit portrait qui est au Louvre, mais qui n'est pas dans la salle à Richelieu, puisqu'il fait partie de la collection Bestegui, dont les œuvres ne peuvent pas être exposées séparément. Donc je vous invite à aller le voir dans l'aile de nom. On se rend compte que Jean Hay est un grand portraitiste, en particulier d'enfants. Vous le voyez aussi pour Suzanne de Bourbon. Et par exemple, ici, il peint l'enfant de Charles VIII et d'Anne de Bretagne en rendant, moi je trouve, très bien à la fois quelque chose de très enfantin dans la lourdeur des joues, dans ses gestes un tout petit peu incontrôlés des mains, mais en même temps, il dote cet enfant d'un sérieux qui sied à la fonction future de ce tout petit enfant, celle d'un futur roi. Enfin, voici une autre œuvre de Jean Hay, alors plus indirectement, ce sont les 3 sculptures dites de Chantelle, qui sont également conservées au Louvre et visibles L. Richelieu, qui ont été sculptées par Jean Guillaumet, mais d'après un dessin, sans doute, de Jean Hay. C'était la pratique habituelle des peintres à ce moment-là, de collaborer avec les sculpteurs. On reconnaît en particulier peut-être le sens des ornements, des orfèvreries, on verra des détails du triptyque plus tard, qu'on connaît bien en peinture et qu'on retrouve ici pour ces 3 personnages, Suzanne, Saint-Pierre et Sainte-Anne. C'est un peintre polyvalent qui est aussi un bon peintre verrier. Et justement, c'est une verrière qui est à la collégiale de Moulins. Je remets donc, avant de donner la parole à Grégoire, le triptyque dans cet environnement qui est le sien sans doute, celui de la collégiale de Moulins. On a pensé un temps, et c'est encore sujet peut-être à un certain nombre de débats, que le triptyque avait été peint pour une petite chapelle privée. On pense maintenant plutôt qu'elle a été peinte pour l'autel principal de la collégiale de Moulins, donc aussi en résonance avec l'œuvre que je vous montre ici. On reviendra en fin de présentation sur l'aspect très politique de cette œuvre, dont on parle beaucoup dans la présentation du Louvre et qui justifie aussi l'idée qu'elle a été faite pour être très vue par un grand nombre de personnes. Alors, avant de passer à ce qui nous a amené effectivement à restaurer le triptyque de Moulins, je vais reprendre rapidement l'historique de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui sur le parcours de cette œuvre. En m'appuyant sur les recherches réalisées par Pierre Taillefer, qui était conservateur à la DRAC de Clermont-Ferrand jusqu'en 2022, ainsi que sur celle de Clarisse Delmas, qui est au C2RMF. Le triptyque, on attribue la redécouverte du triptyque à Prosper Mérimée. Il est le premier à en faire une description précise suite à son passage à Moulins en 1937 dans le cadre de ses tournées d'inspection. Il fait une description précise et c'est la première effectivement parce que jusqu'à présent on avait jusqu'à 1837 on avait assez peu de sources. La seule mention en fait du triptyque, c'est même pas encore vraiment le triptyque, c'est plutôt des morceaux du triptyque. C'est l'inventaire révolutionnaire de 1795 réalisé par Claude-Henri Dufour qui mentionne 2 panneaux. Voilà, il n'est même pas fait référence aux grisailles qui sont au dos des panneaux latéraux, ni des donateurs. Le panneau central, on a également du mal à le retrouver dans cet inventaire. Alors que dans ses notes de voyage en Auvergne, Prosper Mérimée fait une description beaucoup plus claire, dont je vous ai remis une partie ici sur la présentation, et que je vais vous lire. Donc 2 admirables portraits d'Anne de France et de son mari Pierre Ier, duc de Bourbonnais, sont peints à l'intérieur de 2 volets qui recouvraient une plus grande composition dont le sujet est la Vierge à l'enfant Jésus au milieu d'une gloire.
Ce dernier tableau séparé de ses volets est placé dans la chapelle des Fonts. Les deux autres sont appliqués contre des piliers du chœur qui cachent de très belles grisailles peintes sur l'extérieur de ces volets. Il serait bien à désirer qu'on en prit plus de soin et surtout qu'on les plaçât dans un lieu où elles puissent être plus facilement étudiées par les artistes. Cette source est vraiment intéressante parce qu'elle nous révèle plusieurs choses. D'une part, l'état dans lequel était le triptyque quand il était retrouvé à la fin du XIXe siècle, donc complètement démembré, dispatché dans certaines parties de la cathédrale. Il fait le lien entre effectivement les personnages principaux et les revers. Donc cette fois-ci, contrairement à l'inventaire révolutionnaire de 1795, on fait vraiment le lien. On comprend qu'effectivement les panneaux latéraux ont les grisailles. Et il fait le lien effectivement avec le panneau central représentant la Vierge en gloire, chose qui n'était pas faite non plus dans l'inventaire révolutionnaire précédent. Peut-être le regret qu'on peut avoir de cette description, c'est qu'elle est assez pauvre sur l'état sanitaire. Et également, elle ne détaille pas l'aspect des cadres, puisque ça, c'est un point qui nous intéresse depuis toujours, c'est quel était l'état de présentation du triptyque démembré dans la cathédrale. Et justement, en 1838, donc un an après la publication des notes de voyage en Auvergne de Prosper Mérimée, l'Ancien Bourbonnais est publié, c'est issu de Achille Allier, qui est un historien français, et donc on a une représentation ici du triptyque qui est également assez intéressante. Donc vraiment, c'est la représentation la plus finalement précise et fidèle qu'on ait du triptyque au moment de sa redécouverte par Prosper Mérimée. On voit à la fois le panneau central avec son cadre d'origine. On voit également que les panneaux sont déjà dissymétriques, notamment quand on regarde en partie basse les coussins et les tapis. On voit bien que sur le panneau de gauche, il en manque une partie. C'est exactement en fait l'état dans lequel nous est encore le triptyque aujourd'hui. Et donc cette source est intéressante aussi, sauf que là aussi, les cadres des panneaux latéraux ne sont pas représentés. Effectivement, c'est une question qu'on se posera et les recherches qu'on a faites pendant la restauration du triptyque nous ont en fait révélé qu'il y a eu un état intermédiaire entre le triptyque qui nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui et cette version-là. En fait, on avait des cadres latéraux qui étaient sans doute datés du XVIIe siècle, de style Louis XIII, avec des feuilles de laurier et dont on n'a finalement aucune trace. Effectivement, cette question des cadres latéraux nous occupe parce que finalement il n'y avait pas vraiment de cohérence et d'harmonie entre les cadres latéraux et le cadre central. Et effectivement, cette harmonisation s'est faite relativement tardivement, entre guillemets, puisque la restauration du 19e du triptyque tel qu'il nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui a été réalisée en 1879 à la suite de l'exposition universelle où a été présenté pour la première fois le triptyque au grand public à Paris. Cette restauration du 19e siècle, en fait, a été négociée avec l'évêché localement, puisque pour que le ministère des Beaux-Arts puisse présenter le triptyque à l'exposition universelle, l'évêque a demandé, et c'est bien normal, à ce que le triptyque soit restauré. Donc le ministère des Beaux-Arts s'est engagé et la restauration a eu lieu juste après l'exposition universelle. Et en fait, c'est le début de la reconnaissance, cette exposition du triptyque, qui participe à plusieurs grandes manifestations, dont je vous en ai mis les principales ici. L'exposition de 78 au Palais du Trocadéro. 1898, on a la protection au monument historique de l'œuvre, donc qui témoigne également de sa reconnaissance. Puis l'exposition universelle de 1900, avec une rétrospective de l'art français des origines à 1800 au Petit Palais. 1904, l'exposition des primitifs français au Louvre. Donc ça faisait un certain temps que le triptyque n'était pas revenu au Louvre. 1932, une grande exposition sur l'art français à la Royal Academy. Et puis 1937, la grande dernière exposition à laquelle le triptyque a participé, avec l'exposition des chefs-d'œuvre de l'art française dans le cadre de l'inauguration du Palais national des Arts, aujourd'hui Palais de Tokyo.
Dernière grande exposition en 1937. Ensuite, on a effectivement la Seconde Guerre mondiale. Et puis finalement, le triptyque ne ressortira plus de Moulins et restera à la cathédrale jusqu'à aujourd'hui. À noter que pendant la Seconde Guerre mondiale, le triptyque est mis à l'abri, ainsi que l'ensemble du trésor de la cathédrale, dans des caisses qui sont stockées à Souvigny, une commune bien connue pour son église priorale. Et donc, on a retrouvé les commentaires de l'inspecteur Jardot, qui en mars 1943 va faire un saut à Souvigny pour s'intéresser sur l'état de conservation du trésor de la cathédrale de Moulins. Et il s'aperçoit, en faisant ouvrir les caisses du triptyque, qu'elles sont dans un état, dans un mauvais état, avec un développement de moisissures assez important, notamment sur les panneaux latéraux. Pendant que le triptyque participe à ces différentes manifestations, entre-temps, il est exposé donc à la cathédrale et notamment dans la sacristie qui a été construite dans les années 1870, étant donné que l'évêque Monseigneur de Dreux-Brézé avait lancé une campagne de restauration et d'agrandissement de la cathédrale assez importante entre 1852 et 1888. Donc c'est la photo qu'on voit sur la gauche, où on voit toute la partie occidentale de la nef de la cathédrale ainsi que les tours qui viennent d'être construites, et la sacristie au premier plan qui est en construction, une sacristie hors œuvre, dans laquelle le triptyque finalement sera présenté et restera depuis 1879, sa restauration on va dire, jusqu'à aujourd'hui. On voit également ensuite des photos de 1952 qui montrent cette sacristie finalement assez pauvre, qui sera notamment critiquée par l'architecte en chef des monuments historiques André Donzé, dans l'étude qui lui a été commandée par les monuments historiques. Alors, il indique concernant la présentation du triptyque en 1952 dans la sacristie, les murs latéraux sont garnis de placards en menuiserie d'un dessin mesquin et d'une couleur désagréable. Enfin, le bureau et le siège de l'évêque achèvent de donner à la salle le caractère d'une salle de classe qui ne convient nullement ici. La qualité de l'œuvre du maître de Moulins, sa célébrité, le nombre de visiteurs qu'elle reçoit exige une présentation soignée. Voilà, c'est comme ça qu'il annonce finalement la nouvelle présentation mise en scène pour une œuvre qui est maintenant nationalement connue. Et effectivement, cette photo 1952 elle date de 2 ans avant l'aménagement par André Donzé, le premier aménagement, première présentation du triptyque dans la sacristie, où en fait le mur à l'arrière du triptyque va être habillé d'une tenture rouge. L'architecte va également faire un petit peu le vide dans le mobilier superflu. Finalement, il n'y a que 4 armoires, comme on voit sur la photo du milieu, qui seront conservées et qui sont toujours en place. Et c'est une disposition qui perdurera de 1954 à 1982, date en 1982 où on aura une nouvelle présentation réalisée par l'architecte en chef Michel Janssen et qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. C'est celle qu'on voit ici. Pendant tout ce XXe siècle, s'est posé les questions de la conservation du triptyque, notamment parce qu'on s'est aperçu qu'on avait d'importants problèmes d'humidité au sein de la sacristie et le développement de moisissures. Donc on voit effectivement dans les archives de nombreuses petites interventions, mais finalement pas de restauration d'importance. Au début des années 2000, se pose effectivement la question de renouveler cette scénographie qui date d'il y a déjà près de 20 ans et qui n'est pas conforme, notamment en termes de sécurité incendie, étant donné que les cloisons, l'espèce de moquette bleue qu'on a sur les cloisons est inflammable. Et donc la DRAC Auvergne se lance dans une réflexion pour pouvoir à la fois reprendre la scénographie de présentation du triptyque et en profiter pour pouvoir restaurer l'œuvre. Donc il va y avoir plusieurs études qui vont être réalisées jusque dans les années 2016, alors notamment des études architecturales menées par plusieurs architectes en chef, et puis également une étude de conservation préventive réalisée en 2010,
qui va interpeller la DRAC sur le fait que le triptyque, à force d'être ouvert et suspendu par, enfin surtout les volets latéraux suspendus sur les charnières 19e au panneau central, on commence à avoir des dégradations relativement importantes, notamment sur la structure du support bois. En parallèle, au début des années 2010, on a également des dégradations, notamment la dorure 19e sur le cadre central qui s'écaille. On a régulièrement des interventions à faire. C'est ça qui va vraiment diriger la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes à engager des travaux d'ampleur, une opération vraiment concomitante, restauration du triptyque et puis restauration de la sacristie. Donc le premier point, ça a été de s'entourer d'un comité scientifique qui se compose à la fois d'historiens de l'art reconnus et puis également de spécialistes de la restauration de ce genre, de ce type d'œuvre de la fin du XVe siècle. Donc voilà, ici, tout simplement, le triptyque, le comité scientifique au travail, dans le cadre des études qui sont engagées par la DRAC, puisque en 2018, la DRAC lance un diagnostic général sur le triptyque. Et également une campagne d'imagerie avec le C2RMF. Donc à gauche, vous voyez toutes les installations du C2RMF pour réaliser cette première campagne d'imagerie, et à droite, des tests de nettoyage réalisés par Arcane dans le cadre de cette étude diagnostique. Alors les résultats de cette étude diagnostique, c'est que déjà on a une importante humidité dans la sacristie, ça on le savait. Le support est relativement sain, mais il a eu des importantes interventions au XIXe siècle. Et donc, effectivement, on a des éléments à consolider, notamment la traverse et les éléments horizontaux que vous voyez sur la photo de gauche. Les pommelles du 19e dont je parlais, étant donné que les panneaux latéraux du triptyque ne sont pas supportés. Au niveau de la couche picturale, on a une assez bonne conservation, mais d'importants repeints, c'est les taches beige que vous voyez sur les deux images du milieu. Et puis un élément important, c'est la dorure 19e. Qui se détache de manière importante, et donc là on a demandé à Arcane de pousser les sondages pour savoir s'il valait mieux conserver cette dorure 19e ou plutôt retrouver la polychromie d'origine sur le cadre central. C'est des décisions qui n'ont pas été prises tout de suite parce que l'étude ne permettait pas d'aller au bout, et c'était vraiment dans le cadre de la restauration qu'on pouvait uniquement se positionner sur ces points. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2019. En 2022, la DRAC signe une convention avec le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, pour assurer l'ouverture et la présentation du triptyque au public une fois qu'il aura été restauré. Et en 2023, en novembre 2023, on a donc le départ du triptyque pour les ateliers du C2RMF qui vont nous servir d'assistants à maîtrise d'ouvrage et vraiment nous aider à suivre la restauration, parce que quand on est basé à Clermont-Ferrand, c'est un petit peu compliqué. Et donc je vous ai mis quelques images pour illustrer tous ces propos. Donc en 2022, juste avant le départ du C2RMF, ici on a à gauche la dépose du triptyque, à droite les consolidations pour éviter des soulèvements de couches picturales pendant le transport. Ici la protection et la mise en caisse du triptyque qui se fait dans le cœur de la cathédrale. Puis le déménagement sous une petite réunion des acteurs locaux de Moulins qui sont particulièrement attachés à cette œuvre et qui l'ont vu partir sans savoir vraiment quand est-ce qu'il allait revenir. Et puis finalement, le transport, le départ à gauche et puis l'arrivée enfin au Louvre pour les études complémentaires à réaliser par le C2RMF. Comme vous l'a dit Grégoire, le triptyque de Moulins est arrivé à la fin de l'année 2022 au Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui est donc un service à compétence nationale du ministère de la Culture, pour être étudié et restauré. L'étude technique a été réalisée par les équipes de restaurateurs et par mes collègues du département recherche, comme vous pouvez voir ici.
Et j'en profite pour remercier mes collègues des départements conservation préventive et documentation qui ont également vraiment participé à ce travail. L'objectif de l'étude était d'améliorer les connaissances sur les matériaux, sur la technique, le processus d'exécution de l'œuvre, sur son histoire matérielle depuis sa création et sur son état de conservation. En fait, il fallait établir un constat d'état et un diagnostic afin d'aider la maîtrise d'ouvrage à faire des choix en termes d'intervention. Donc l'étude s'est poursuivie, a été réalisée in situ, comme vous l'a expliqué Grégoire, mais elle s'est poursuivie aussi en 2023 et tout au long de la campagne de restauration. Les premières investigations ont consisté à faire un dossier d'imagerie scientifique. En effet, les images produites sous différents rayonnements permettent d'obtenir des informations sur ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, que ce soit au niveau du support, des couches de préparation, du dessin qui a permis de mettre en place la composition, des couches colorées ou des couches de vernis. Tout d'abord, l'analyse chronologique qui a été réalisée révèle que les panneaux et le cadre central sont constitués de planches de chêne à croissance lente, issues de forêts situées dans les contreforts du Massif central, entre la Bourgogne de l'Ouest et l'Auvergne. C'est intéressant car au XVe siècle, les peintres flamands utilisaient souvent du chêne provenant de la Baltique, réputé pour sa qualité. On estime la période de coupe entre 1480 et 1503, ce qui correspond bien à la date de réalisation du triptyque. Les arbres avaient environ 300 ans lorsqu'ils ont été coupés et leurs dimensions et leur diamètre étaient d'environ 50 à 60 cm. Au total, il y a 7 planches de très grande qualité sur le panneau central et 4 sur les panneaux latéraux. Elles sont collées à plat joint, c'est-à-dire bord à bord, à l'aide de chevilles que vous pouvez voir indiquées en rose sur la cartographie. Ici. Voilà. Le panneau et le cadre ont été conçus comme un tout, c'est-à-dire qu'à l'origine, le panneau central s'insérait dans la rainure du cadre et il participait à son maintien. Voici la rainure. Lors d'une campagne de restauration passée, la rainure du cadre a été découpée pour sortir le panneau et intervenir au revers. Les joints ont été renforcés à l'aide de papillons, ici. Et au XIXe siècle, la structure du cadre a été de nouveau modifiée. Des baguettes ont été ajoutées au niveau des joints, ainsi que des traverses. Donc ici, vous avez des baguettes, et là, les traverses. Voilà. Lorsque le triptyque est ouvert, Pierre II et Anne de Beaujeu se situent au même niveau. Quand il est fermé, on remarque que les éléments d'architecture ne sont pas alignés et que le regard de l'archange Gabriel est décalé par rapport au visage de la Vierge qu'il contemple. Grâce à l'étude des panneaux, et plus particulièrement à leur forme, au fuselage, mais aussi grâce à la modélisation 3D qui a été réalisée au CDRMF, les restaurateurs ont pu calculer que les panneaux ont été découpés en haut et en bas. Au total, il manque 15 cm par rapport à leur format original. Donc, voici la représentation de ce que serait leur format original avec ces 15 cm. À présent, je vais aborder la question du cadre qu'a déjà évoqué Grégoire. Les sondages effectués avant la restauration sur la dorure du XIXe siècle ont révélé que le décor originel avait été partiellement conservé. Des analyses réalisées à partir de micro-échantillons et les observations des restaurateurs ont permis de caractériser ce décor original. Sur la frise de feuilles qui orne les bords du cadre, le peintre a utilisé une technique de dorure à l'eau pour appliquer la feuille d'or. Il l'a ensuite polie pour obtenir un aspect brillant, ici.
Sur les cannelures des pilastres, il a employé une technique de dorure à l'huile qui exclut donc toute possibilité de polissage. Et cette dorure avait donc un aspect plus mat. La richesse du décor tient également à la polychromie. Si le gris et le noir ont été appliqués directement sur la couche de préparation, les glacis, c'est-à-dire les fines couches transparentes de laque rouge ou de verre au cuivre, recouvrent la dorure. À présent, je vais aborder la question de la mise en peinture du panneau, donc de la mise en place de la composition. Donc, conformément à la tradition flamande, les panneaux de bois, déjà insérés dans leur cadre, ont été recouverts d'une préparation blanche à base de craie et de colle protéinique, puis d'une fine couche d'impression à l'huile qui permet donc de limiter la pénétration de la peinture dans la préparation. Et cette couche a la particularité de contenir du blanc de plomb, mais aussi du blanc d'os, ce qui est plus rare. Le peintre a ensuite mis en place la composition. Sur la Vierge l'Enfant, il a probablement utilisé un carton préparatoire à l'échelle qu'il a appliqué sur la surface du panneau. Ensuite, il a suivi le contour des figures avec un stylet pour faire de légères incisions dans la préparation. Ces traces d'incision, qui forment de fines lignes blanches nettes et précises sur la radiographie, sont également visibles en lumière rasante. Elles sont vraiment importantes car, durant son travail, elles permettent au peintre de se repérer après qu'il ait posé la dorure. Voici les lignes blanches ici. Après avoir réalisé ces incisions pour mettre en place la Vierge et l'Enfant, le peintre a réalisé son dessin sous-jacent. Grâce à la réflectographie infrarouge, les tracés du dessin dit sous-jacent, donc encore une fois sous la peinture, ces dessins ont pu être étudiés. Jean Hay a travaillé à main levée avec des matériaux secs comme de la pierre noire et du fusain, mais aussi avec un médium liquide plus ou moins chargé en pigments et appliqué au pinceau. Malgré l'emploi de ces différentes techniques, il semble que ce soit toujours la même main, celle de Jean Hay, qui ait tracé les lignes. Sur le panneau représentant la Vierge et l'Enfant, le peintre a commencé à dessiner les contours des figures, les traits des visages et les plis des vêtements avec de la pierre noire. La majorité des tracés ont ensuite été repris, suivant la tradition des artistes du nord de l'Europe, au pinceau, comme on peut le voir sur le visage de l'ange. On le voit également sur le manteau de la Vierge. Vous voyez bien les traces de pinceau. On voit bien qu'il s'agit d'un matériau fluide. Les panneaux latéraux ont rapidement été esquissés au fusain avant d'être repris au pinceau. Ici, vous pouvez donc voir la différence entre une texture au fusain et une texture au pinceau. Le modelé, c'est-à-dire le rendu des volumes, est indiqué dès le stade du dessin sous-jacent grâce à la mise en place de hachures parallèles, simples ou croisées, plus ou moins denses. Sur les grisailles, les éléments d'architecture ont tout d'abord été ébauchés à sec, à l'aide d'un compas et d'une règle, avant d'être précisés au pinceau. Différentes techniques sont utilisées sur les figures, sans véritable systématique, comme vous pouvez le voir sur le relevé que j'ai fait. Donc, en bleu, vous voyez les tracés au fusain, et en rose, les tracés au pinceau. Donc, le peintre utilise ces médiums selon son bon vouloir. Voici un détail des anges dessinés au fusain. Au cours de son travail, le peintre modifie parfois son dessin, comme au niveau du visage ou des mains de l'ange. Ce sont des repentirs. Vous voyez bien ici les traces d'un premier niveau, et ensuite il a modifié son dessin. De la même façon, ici. Voilà. Des changements de composition sont également visibles. Le bonnet de Suzanne a tout d'abord été modifié
avant d'être remplacé par une couronne. Sur les grisailles, à droite, vous voyez des tracés ici, là. Et en fait, ces tracés correspondent à une première idée d'une voûte en caisson de style Renaissance. Ensuite, il a changé d'avis, il a abandonné ce projet et dessiné une voûte médiévale avec des arcs trilobés. Jean Hay a manifestement utilisé les dessins préparatoires de ses œuvres antérieures pour peindre le triptyque de Moulins, qui est une œuvre de fin de carrière. Je vous ai montré, j'ai comparé donc les 2 volets du retable du musée du Louvre, réalisés par le peintre vers 1492, et qui semblent constituer des portraits de référence. On observe que le dessin sous-jacent a probablement été exécuté avec de la pierre noire, qu'il présente des lignes de construction, notamment au niveau du visage de Pierre. Ici, vous avez des lignes de construction. Et que le bonnet a été déplacé. Vous avez une ligne initiale ici, puis le bonnet a été remonté. Les sourcils, le nez et la bouche d'Anne ont également été modifiés en cours de travail. Les ombres sur les panneaux du Louvre sont à peine indiquées. Sur le triptyque, le tracé réalisé au pinceau ne laisse percevoir aucune hésitation et semble indiquer que le peintre a travaillé à partir d'un modèle préparatoire déjà disponible. Je vais à présent aborder la question de la technique proprement picturale. Le halo situé au centre du triptyque s'impose comme un élément clé de la composition, tant sur le plan visuel que symbolique. Des analyses ont permis de comprendre qu'il avait été réalisé en 2 étapes en utilisant une technique de peinture à l'huile. Tout d'abord, le centre du halo a été doré avec de la feuille d'or et le centre concentrique avec de l'or parti, c'est-à-dire une feuille métallique qui présente un côté doré et un côté argenté. Ici, vous voyez donc la feuille d'or et là, la feuille métallique qui va jusqu'ici. L'ensemble a ensuite été recouvert d'un glacis rouge-violet, laissant transparaître l'or. Pour une raison que l'on ignore, le peintre a refait la dorure en réduisant juste la largeur de la bande d'or partie. C'est-à-dire qu'il a recouvert la partie centrale d'or et remis de l'or partie jusqu'ici. C'est probablement à ce moment-là que les cercles correspondant aux couleurs de l'arc-en-ciel ont été peints. La lune située sous la Vierge, quant à elle, a été réalisée avec de la feuille d'argent. Donc, sur l'image située ici, vous voyez la fluo X, qui est donc une technique d'analyse élémentaire. Et ici, vous voyez l'or, et là, l'or et l'argent. Voilà. La couche picturale a été peinte à l'huile et la palette est typique de la fin du XVe siècle, puisque des analyses ont été réalisées par ma collègue Myriam Evenot. Le manteau a été trempé selon la tradition flamande. Le revers du manteau de la Vierge, par exemple, présente un aspect soyeux qui résulte de la superposition d'une laque rouge et de lapis-lazuli. Sur le reste du manteau rouge vermillon, le rouge vermillon a été appliqué directement sur la surface blanche de la préparation pour renforcer son aspect lumineux. Les ombres ont ensuite été précisées à l'aide de glacis de laque rouge, c'est-à-dire de fines couches colorées, parfois posées en hachure. Ici, vous voyez des traces de hachure. Le traitement des anges est plus stylisé et la palette est beaucoup plus acide. Les lumières sont parfois indiquées avec de légers glacis ou de petits empattements qui présentent un aspect assez graphique, comme par exemple ici au niveau du orange. La juxtaposition des touches de couleur visibles de près
suffit ici et ici, sur ces panneaux latéraux, donc au niveau des brocarts, donc des tissus, les bijoux et les riches soieries sont traités avec précision et réalisme, caractéristique de la peinture du nord de l'Europe et des suiveurs de Van Eyck. De petits empattements de jaune de plomb et d'étain sont posés sur un fond ocre et soulignés de glacis noir pour souligner l'illusion des fils d'or. Parce qu'ici, bien sûr, il n'y a pas de fils d'or, c'est uniquement la peinture qui permet de donner l'illusion des fils d'or tricés. Le traitement des tentures sur les panneaux latéraux est différent, mais pas moins réaliste. La juxtaposition de touches de couleurs visibles de près suffit à donner l'illusion du taffetas. À droite, vous pouvez voir le détail d'une pierre de la couronne d'Anne de France, photographiée sous loupe binoculaire. Le revers des panneaux a été peint en grisaille avec du blanc de plomb rehaussé de glacis brun à base de fer et de cuivre. Mais une question se pose. Il n'y a pas de glacis au niveau de l'arc représentant l'archange. On n'a pas retrouvé de glacis ni au niveau de cet ange. L'image que je vous montre aussi permet de visualiser la cartographie par fluorescence X. Et vous voyez ici en blanc, ceci correspond au glacis et donc à ces zones sombres qui permettent d'indiquer le modelé. Sur l'image inférieure, ces glacis sont absents. Donc la question se pose, les grisailles n'auraient-elles pas été terminées? À présent, je vais aborder la question de la restauration du triptyque de Moulins, qui a été réalisée par 2 équipes de restaurateurs, le regroupement Tourignon et l'atelier Arcane. L'objectif de l'intervention était à la fois conservatoire et esthétique. Les opérations ont donc d'une part consisté à réviser les cadres et les panneaux pour stabiliser les éléments fragilisés. Puis, l'opération a consisté à rendre au triptyque une apparence plus proche de son état d'origine. Comme nous l'avons déjà dit, le triptyque se trouvait dans un état relativement satisfaisant, mais elle présentait néanmoins quelques lacunes qui sont indiquées ici en rose et des repeints très couvrants. Avec le temps, ces matériaux de restauration s'étaient altérés, tout comme les vernis qui recouvraient la peinture, ce qui modifiait la perception de la couleur originelle et donnait à la peinture un aspect taché et hétérogène. Le nettoyage a donc consisté à retirer ces matériaux non originaux. Vous pouvez donc voir la peinture avant, après, avant, en cours et après nettoyage. Ici, ce sont les grisailles, où on voit vraiment une différence après nettoyage. Un des enjeux de la restauration était également de décider si on dégageait ou pas le décor original du cadre central, témoin précieux de l'art de son temps. L'objectif était de retrouver la nervosité des parties sculptées, masquées par les couches d'apprêt et de dorure posées au XIXe siècle, et de rétablir la cohérence chromatique entre le panneau central et son cadre. Si on avait choisi de le conserver, ce décor du XIXe siècle, cela aurait impliqué de le refixer et donc on aurait sacrifié le décor original. Donc ce décor a été dégagé, les parties lacunaires ont été retouchées et la traverse centrale, le décor de la traverse centrale a été restitué en s'appuyant sur les fragments de peinture qu'on avait retrouvés. Voici les chapiteaux et donc en partie inférieure les médaillons. Donc, comme vous pouvez le voir, le médaillon d'Anne de France a été réintégré parce qu'il subsistait en partie, alors que le médaillon de Pierre II a simplement été évoqué. Enfin, la dernière problématique, c'était la question du format des panneaux. Le choix a été fait de restituer les parties connues des panneaux
en ajoutant des alaises en bois et en réintégrant de façon illusionniste les parties ajoutées. Ici, les parties, voilà, et de la même façon sur les grisailles. Alors, en un mot, simplement, pour vous expliquer pourquoi comment on a su restaurer les parties hautes et basses de ces parties. Alors tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, Jean a été formé à Gand et il avait en tête une œuvre fondamentale qui est le triptyque de Gand de Van Eyck. Il le cite volontairement dans son triptyque et on voit bien comment, justement, comme Dominique vous l'a dit, le décor architecturé a changé et il cite vraiment et volontairement celui de son grand maître Van Eyck. Et donc c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que non seulement il fallait certes restituer l'arc tel qu'elle était en face sur l'autre volet, mais aussi que sans doute le cadre jouxtait précisément ce décor architecturé. Voilà un petit montage pour vous montrer comment on a travaillé. C'est aussi la raison pour laquelle le cadre actuel est de cette teinte un peu grise. En effet, les peintres à la fin du XVe siècle, pour les volets extérieurs, comme je vous l'ai dit, le but c'était d'ancrer un petit peu ces œuvres dans l'architecture des lieux dans lesquels ils étaient, dans les églises, et donc de créer ces espèces de pierres feintes sur les cadres. Alors là, bien sûr, on n'a pas recréé les faux joints, comme ici Van Eyck, mais on a suggéré cette idée de pierre par ces cadres très sobres et gris. Voilà une autre image à l'appui, mais j'avance un petit peu parce qu'il faudrait qu'on puisse quand même tous ensemble aller. La restauration du triptyque, c'est effectivement une première étape qui s'inscrit dans un projet plus global, vous l'avez bien compris, de réaménagement de la sacristie, qui est vraiment son lieu de tous les jours, et où on avait d'importants enjeux de conservation préventive et de gestion de l'hygrométrie et des éléments climatiques. Effectivement, là, les enjeux, c'était l'amélioration des conditions de conservation, également l'amélioration des conditions d'accueil du public avec la mise en accessibilité de la cathédrale, la création d'un espace d'accueil parce qu'aujourd'hui on va visiter le triptyque dans des conditions un petit peu à l'étroit on va dire, et également augmenter le niveau de médiation du triptyque parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, au sein de la cathédrale nous avons aussi des vitraux de Jean Hay et donc c'est intéressant aussi pour le public de pouvoir faire le lien entre les vitraux et le triptyque. Également dans les enjeux renouvellement de la présentation, donc c'est ce qu'on peut voir ici, disposition du triptyque au cœur de la pièce pour pouvoir appréhender l'ensemble des avers et revers du triptyque, et puis la présentation du trésor de la cathédrale qui aujourd'hui n'est pas visible du public, donc on a une collection d'orfèvrerie 19e assez intéressante qui date de Monseigneur de Dreux-Brézé, et puis enfin la sauvegarde des collections parce qu'au sein de la cathédrale nous avons près de
de 2000 textiles liturgiques et aussi beaucoup d'éléments d'orfèvrerie et pas seulement 19e. Voilà. Et l'enjeu, bien sûr, à travers ce projet qui va être d'un montant d'environ 4 millions d'euros, il va être de pouvoir mieux accueillir le public, mais également de permettre l'affectation au culte du triptyque, qui est avant tout une œuvre religieuse. Et enfin, vu que ce projet va prendre encore un petit peu de temps, parce que le comité scientifique et les conditions de conservation du triptyque finalement influencent le projet architectural. On a prévu un démarrage des travaux en 2026 et puis une réception des travaux de la sacristie en 2028. Et pour pouvoir se donner le temps, on trouvait intéressant de pouvoir recréer une itinérance du triptyque. Alors peut-être pas exactement comme au 19e siècle, mais en tout cas, là nous avons un partenariat assez intéressant. Donc le triptyque est présenté au Louvre pendant un temps assez long, puis en 2026 au monastère royal de Brou, qui a été fondé par Marguerite d'Autriche, qui avait reçu l'éducation d'Anne de Beaujeu. Donc on a un lien aussi historique avec cette présentation au monastère royal de Brou. Et puis ensuite, il reviendra au musée Anne de Beaujeu, qui, comme vous le savez, est inscrit dans l'un des premiers bâtiments Renaissance en France, et qui s'inscrit dans le château des Bourbons à Moulins. Et puis enfin, en 2028, il reviendra à la cathédrale pour finalement être exposé définitivement dans des meilleures conditions à la hauteur de son intérêt. Alors, pour conclure très vite, comme on a pris un petit peu de retard, je vais aller très vite, donc accrochez-vous. Voilà l'œuvre telle qu'elle est aujourd'hui visible au musée du Louvre, et je remercie donc assez vite tous mes collègues, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, qui ont participé à rendre possible cette présentation au musée du Louvre. Tous ne sont pas écrits sur cette slide, mais je les remercie. L'enjeu un petit peu de cette présentation, c'était, je vous l'ai dit, d'une part, de faire communiquer un petit peu ce triptyque avec d'autres œuvres de Jean Hay, d'autres œuvres de son temps. Et la problématique principale qu'on a essayé de tenir pour pouvoir justement faire dialoguer ce triptyque, elle est politique. La question qu'on s'est posée, c'est quels sont les dispositifs, au fond, que Jean Hay a mis en place pour faire de cette œuvre un retable de prestige, une œuvre hors norme, absolument exceptionnelle, pour les convaincre, certes, de la foi des Bourbons, mais surtout souligner leur puissance. L'année, sans doute, de création du triptyque, je vous dis que ça, c'est 1498, parce qu'à ce moment-là, ils vivent une crise politique très importante, leur pouvoir est un petit peu remis en question parce que Charles VIII, dont ils sont proches, meurt, et les Bourbons ont à cœur de faire en sorte que le duché de Bourgogne, de Bourbon, soit bien transmis à leur fille Suzanne. C'est pour ça que cette œuvre, elle est cruciale, il y a un enjeu vraiment urgent pour eux. On voit bien donc qu'ils se font représenter de manière assez différente, bien plus glorieuse sur le triptyque. Là, sur l'œuvre du Louvre, je vais un peu vite, ils sont représentés devant un paysage très familier. Les spectateurs devaient reconnaître justement ce paysage du Bourbonnais sans doute. Ils sont richement habillés, mais de manière bien plus sobre. Le paysage continu qu'on voit aussi dans ce triptyque de Gérard David permet justement d'inclure au fond les personnes divines dans la réalité quotidienne des spectateurs et des dévots. Il y a un autre dispositif qu'on constate notamment dans cette œuvre merveilleuse de Jean Hay, c'est quand les personnages sont représentés dans des tentes de prière. Les tentes de prière, c'est ces petits chapiteaux d'étoffe, globalement, dans les églises dans lesquelles les princes abritaient leurs prières. Eh bien, je vous ai dit au début que cet endroit était un petit peu mystérieux, l'endroit où sont les donateurs dans le triptyque. Ce sont justement ces tentes de prière, mais où il n'y a plus d'éléments du tout d'architecture, il n'y a plus d'éléments qui permettent de les ancrer dans le monde. Et c'est précisément ça, cet espace un peu intermédiaire entre ciel et terre qui permet de les associer au fond à la gloire de la Vierge. Et les couleurs du cadre dont mes collègues vous ont parlé, eh bien, elles prolongent justement un petit peu l'espace des Bourbons vers la Vierge. Dans cette partie consacrée justement à ces dispositifs, vous verrez ce beau dessin de Jean Hay. La partie centrale, c'est, on l'a dit, la Vierge tenant l'enfant. C'est la Vierge de l'Immaculée Conception. C'est une croyance très débattue pendant tout le Moyen-Âge, à laquelle les Bourbons tiennent beaucoup, et qui permettent... Donc, comment représenter cette croyance, quelque chose d'abstrait? Eh bien, les peintres ont recours à un certain nombre d'attributs.
le croissant sous les pieds, ce halo solaire, des attributs empruntés à un texte de l'Apocalypse. Ce qui m'intéresse aussi ici, c'est de vous montrer comment Jean est ici met la Vierge en majesté, en gloire, toujours encore une fois pour créer un retable de prestige, mais qu'ailleurs, il est capable de créer des œuvres bien plus intimes. Et c'est le cas de l'œuvre de Cluny dont je vous ai parlé en introduction. Donc c'est toujours un peu les mêmes visages de femmes, hein, des modèles qui reprend à ces maîtres flamands comme Van der Weyden ici, et j'en profite pour remercier les dessins de le département des dessins de leur pré généreux. Et donc on voit ces visages de femmes qui circulent d'une œuvre à l'autre, mais qui sont investis d'enjeux différents. Ici, c'est vraiment plutôt l'intimité, enfin une scène très intime que Jean met en place avec cet enfant qui est allaité par sa mère, alors qu'il fait un peu ses petits gestes maladroits, elle qui se suce son pouce alors que c'est pas du tout le propos. Enfin, il est un peu perdu comme un bébé, mais Jean arrive à capter ça. Et c'est pas ça qu'il met dans le triptyque de Moulins. Dans le triptyque de Moulins, c'est au contraire la majesté. Et donc, en décortiquant cette œuvre, c'est justement par les contrastes mis en place qu'on arrive à comprendre sa spécificité. La dernière œuvre que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est une merveilleuse miniature détachée des heures d'Henri VIII, qui est conservée au Louvre, une œuvre de Jean Poyer, qui est un contemporain de Jean Hay, qui me permet de vous parler, comme l'ont fait mes collègues, du cadre. Le cadre à l'antique chez Jean Hay, c'était effectivement sans doute une réponse à la demande de ses commanditaires qui étaient très sensibles à ces nouvelles formes à la mode, ces formes d'Italie, de la Renaissance. Ça permet de sublimer, d'isoler la Vierge. Un cadre, c'est toujours un lieu crucial de transition et justement l'isoler du quotidien, du gothique, de l'architecture de la collégiale, c'est peut-être mobiliser ces nouvelles formes qui mettent justement cette apparition céleste dans un monde complètement atemporel qui est du coup sursignifié par ce trône à l'antique. Donc, comme vous l'ont dit mes collègues, c'est une œuvre totale, une œuvre où à la fois les cadres et les volets ont été très précisément travaillés par Jean Hay. Dans la mise en scène, aujourd'hui au Louvre, on a essayé à la fois qu'ils puissent dialoguer et en même temps de retrouver un peu cette majesté. Et j'espère que ces explications vous donneront d'une part envie d'aller voir la présentation si vous n'y êtes pas encore allé, d'avoir quelques billes pour comprendre, et c'était le sens de notre présentation à tous les trois, cette œuvre incroyable qu'on a la chance aujourd'hui d'accueillir au Louvre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.